Bonsoir Dominique. Bonjour. Alors, j'arrive du boulot, je m'installe en vitesse. Si tu veux bien, je retire ça déjà, on va être plus à l'aise et ça va être mieux. D'accord. Hop là, la cravate, c'est fini. On s'arrête à la cravate. Voilà, allez, juste un bouton ou deux et c'est parti. Alors, donc Dominique, je vois que justement tu as avec toi ton livre qui s'appelle La mystique de la croissance. Et je pense que peut-être pour parler de ce thème-là, donc la croissance ou L''A croissance, peut-être que ça serait bien que tu nous fasses un petit déroulé, comme une fiche de lecture résumée de ton livre pour le militant de base que je suis. Volontiers. Peut-être on peut commencer par cette idée qu'il y aurait une mystique de la croissance. Donc une mystique, c'est une croyance un peu à la fois passionnée et irrationnelle. Oui. Et ce qui me semble très clair, c'est qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, on continue à avoir une croyance passionnée et irrationnelle dans la croissance. On observe partout des responsables politiques qui font des prières pour que la croissance revienne. Pourquoi ? Parce que la croissance serait la source de l'emploi, ou la condition nécessaire de l'emploi, de l'amélioration des conditions de vie et finalement du progrès. Donc la croissance est l'espèce de sésame qui tirerait derrière soi tout un tas de bonnes choses. Et alors pourquoi la mystique, ou pourquoi est-ce qu'il faut bien mettre les choses à plat et réinterroger un peu nos croyances ? D'une part parce que bien qu'on en appelle sans cesse à la croissance, on a une baisse tendancielle des taux de croissance depuis la fin des années 60. Donc on est passé de la première décennie de 6%, 5%, 4%, et puis on voit aujourd'hui, on a même pas 1%. Donc c'est très curieux qu'on continue à avoir le même discours, à en appeler à la croissance, alors qu'on a cette baisse tendancielle. Mais je crois que, et d'ailleurs que certains nous disent qu'on n'aura plus jamais cette croissance. Il y a tout des discours, notamment portés par des économistes, qui se développent depuis quelques années. Je pense à quelqu'un comme Robert Gordon, un économiste américain, qui nous dit que maintenant c'est fini. Pourquoi ? Parce que les innovations énormes qui ont été génératrices de croissance au moment des révolutions industrielles, l'électricité, la machine à vapeur, on n'en aura plus d'équivalente. Donc d'une certaine manière, on est arrivé au bout de ces innovations et de ces gains de productivité. Mais bon, ça c'est une chose. Mais il y a une seconde chose qui est encore plus importante, il me semble, c'est la prise de conscience qui est de plus en plus développée aujourd'hui, que la croissance, c'est peut-être pas uniquement synonyme de bienfaits. C'est-à-dire que certes, la croissance nous a apporté d'énormes bienfaits, alors je ne vais pas tous les citer, la baisse de la mortalité infantile, des conditions de vie vraiment considérablement améliorées, on ne peut pas remettre ça en cause. Mais il faut reconnaître qu'en même temps, cette croissance, elle a apporté des maux sociaux, par exemple tout ce qui peut concerner la sphère du travail, de la qualité du travail, et puis bien sûr des maux environnementaux. Et ça, je crois que c'est de plus en plus clair aujourd'hui. Quand on regarde les courbes, la courbe du PIB, et je ferais mieux de faire pour nos lecteurs la courbe du PIB comme ça, avec une augmentation exponentielle des années 1850 à aujourd'hui. Oui. Eh bien, c'est la même que la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Exactement la même chose, la même forme. Donc une explosion des émissions de gaz à effet de serre, et donc celles qui vont générer le changement climatique, qui entraînent un gros risque climatique avec elles, mais aussi l'acidification des océans, la réduction de la biodiversité, les pollutions, toute cette série de choses, c'est accroché à la croissance. Donc peut-être que vouloir la croissance à tout prix, ce n'est pas non plus une bonne chose, et peut-être qu'on est arrivé maintenant à un moment où il faut qu'on reconsidère notre rapport à la croissance et qu'on comprenne que dans la croissance, il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais. Et voilà pour une première petite approche. Ça, effectivement, c'est ce qui paraît assez logique, qui tombe un peu sous le sens maintenant, et on se demande pourquoi tous nos dirigeants politiques, certains économistes ou certains chefs d'entreprise, tiennent effectivement à ce point-là cette croissance. Et écoute, ça nous fait douter. Je crois que j'ai l'impression que le monde, la société serait peut-être prête à accepter qu'on lui dise que la croissance est morte ou qu'elle ne reviendra plus, et on pourrait enfin passer à autre chose. Oui. Et pourtant, devant la détermination et l'obstination en face, ça nous fait douter. On se dit alors, mais s'il la défend à ce point-là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou Absolument. Alors je crois qu'il y a une croissance, ouais. Il y a une croyance très forte, et une croyance qui est appuyée aussi sur, je dirais, tout un système d'indicateurs, j'y reviendrai, je dirais un système de représentation du monde, mais aussi un ensemble de mentalités qui font que
moi, je fais remonter ça au XVIIIe siècle, mais il me semble que depuis le XVIIIe siècle, on a une sorte de religion de la production qui est centrale dans nos sociétés et qui fait que sans croissance, on a l'impression qu'on va complètement sombrer. Alors je crois qu'il y a eu un moment, pas très éloigné, où on a pris conscience de tout ça, c'était les années 70. Les années 70, c'est le Club de Rome, la remise en cause, Halte à la croissance, le fameux rapport, qui s'appelait, avec un titre plus intéressant des Meadows, qui s'appelait The Limits of Growth, les limites de la croissance. Et je crois que dans ces années 70, on avait déjà compris énormément de choses. Le caractère fini des ressources naturelles, le fait qu'on ne pouvait pas comme ça sans arrêt piocher dans l'environnement et qu'un jour on allait atteindre des limites des ressources renouvelables et non renouvelables. Voilà, qu'il y avait des limites physiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la crise, les deux chocs pétroliers, des difficultés économiques très fortes et du coup tout s'est refermé. On a soigneusement refermé la porte et la critique de la croissance est devenue extrêmement difficile à faire. Encore un mot sur ces années 70, c'est Jean Gadret qui a sorti ça, une archive une archive radiophonique qui montre le Club du Nouvel Observateur en 1972 avec la réunion où il y a André Gorz, il y a le président de la Commission européenne, il y a Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, et ils discutent des conditions et ils discutent de la croissance. Et Edmond Maire dit, mais enfin la croissance, on n'en veut pas, nous. Ça n'a aucun sens, la croissance. Et ces 5%, parce qu'à l'époque c'était 5%, ces 5%, mais ils n'ont absolument aucun sens. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas calculé tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a eu un changement en 1976. En gros, l'ensemble des services publics n'était pas pris en considération. Donc, évidemment, c'était très, très embêtant. Mais donc, voilà, je crois que l'occasion qui s'est présentée dans les années 70 de sortir de cette croyance a été en quelque sorte ratée. La porte s'est refermée avec les difficultés économiques. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette contradiction. On est dans une énorme contradiction puisque d'un côté, on nous dit que pour résoudre la crise économique et la question sociale, l'emploi est absolument majeur, il faut de la croissance. On nous dit en gros, il faudrait 1,5% de croissance pour manger sur le chômage. Et puis d'un autre côté, on n'en a pas, et en plus, on nous dit qu'elle est mauvaise. Et je crois qu'on commence à comprendre qu'un taux de croissance trop fort, le taux de croissance des 30 Glorieuses, c'est vraiment mauvais. Mauvais pour l'environnement, mauvais pour le social. Donc comment on fait? Ça veut dire qu'il faut complètement changer de régime, il faut changer de paradigme, il faut changer de cadre de représentation. Et je crois que ça va très très loin. Par exemple, si on se demande pourquoi on a occulté ces mots, Pourquoi on a occulté ces mots? Parce que je crois que les bénéfices étaient plus forts que les pertes. Donc on se disait que la croissance, c'était le progrès, que la croissance, elle allait dans le même sens que le progrès de l'éducation, les progrès de la santé, etc. Or, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les rendements de la croissance sont décroissants. C'est-à-dire que, notamment dans les pays occidentaux, un surcroît de croissance, maintenant, ça s'accompagne vraiment de dégâts importants. Donc voilà pourquoi il me semble qu'il faut complètement changer. Alors changer de quoi? Peut-être tu voulais... Non, mais donc changer de paradigme. Mais je reviens à ma question. Pourquoi, effectivement, ce qui nous paraît évident, ce que tu dis là, ça reprend des choses qui circulent depuis quand même déjà 10 ans, 15 ans, et qui ont atteint tous les citoyens, grosso modo. Ouais. Pourquoi ils y croient encore? Ils sont obscurantistes à ce point-là de vouloir se raccrocher encore à cette croyance-là? Alors quand je dis changement de paradigme ou changement de système, c'est qu'en effet on est dans un système. On est dans un système par exemple où depuis le XVIIIe siècle on considère que les individus sont tenus ensemble grâce au travail. Que le travail, après tout, c'est un moyen formidable de les tenir arc-boutés vers un objectif. C'est un moyen formidable de détourner la violence. C'est un moyen formidable d'éviter que des gens rassemblés démocratiquement se tapent dessus, aillent au conflit, se tuent. Voilà, c'est un très bon moyen. C'est un moyen aussi d'émancipation. Je tentais de dire ça absolument, dans une interview. Bien sûr. C'est aussi un moyen pour tout le monde avec sa force de travail, en la proposant sur le marché du travail. On a acquis des moyens, une liberté financière, etc. Donc ça, c'est... Et quand je parle aussi d'ordre social, je crois que c'est quelque chose d'assez important. C'est que c'est grâce à Adam Smith qu'on peut calculer tout ça. Si chacun apporte sa contribution à la production et qu'on peut calculer exactement quelle sera sa rétribution, si le travail est une quantité divisible, par exemple, alors on a un ordre social qui tient parfaitement. Personne ne peut le remettre en cause. On a une manière vraiment de calculer la façon dont les individus doivent être tenus ensemble. Mais il y a ça, mais il y a plein d'autres choses.
choses. Par exemple, quand on parle de changer de paradigme, le rapport homme-nature qui a considérablement changé, par exemple, depuis les Grecs. C'est-à-dire cette idée que la nature, c'est quelque chose qui est en face de nous, une vaste étendue, divisible, manipulable, avec un sujet tout-puissant, un esprit qui est en face de cette nature et qui peut la dominer, un peu l'injonction qui est dans la Bible, hein, tu assujettiras les autres espèces. Donc un homme qui est transcendant à la nature et qui peut, d'une certaine manière, qui a le droit de la mettre en forme, de la modeler, de l'humaniser d'une certaine manière. Il y a ça aussi. On a considéré que par son travail, l'homme modelait et humanisait la nature. C'est une forme de civilisation, de mise en forme humaine de la nature. Donc, c'est avec tout ça qu'il faut rompre. Plus, il faut rompre aussi avec le système keynésien et avec nos conventions comptables, avec le fameux produit intérieur brut. Le fameux, voilà. Le fameux. Parce que quand on aussi tous dans la tête comme notre fétiche. Injonction. Oui. Mais alors, ça, c'est quand même... Alors d'abord, c'est une invention assez récente, les années 30-40. Une invention qui sert à mesurer la puissance, à comparer la puissance des pays. Regarde, j'en ai un plus gros que toi. Voilà. Récemment, la Grande-Bretagne qui est passée devant la France, exactement. En incluant d'ailleurs la prostitution et les drogues. Et voilà. L'argent du sexe et le trafic de drogue. Donc ça, on a vraiment Donc ça bouge déjà, les limites bougent déjà. Le PIB, on peut y inclure ou en exclure des choses. On pourrait en effet mettre dedans des tas de choses, on y reviendra. Ouais. Mais précisément, regardons les limites de cette convention. Donc d'abord, il faut absolument se souvenir que c'est une convention. Ce n'est pas un fait naturel qu'on serait obligé de respecter. Pas du tout. C'est récent. C'est des gens qui se sont assemblés, des économistes en général, et qui ont dit, voilà, pour moi la richesse c'est ça. Et on va rentrer des choses dedans, d'autres on ne va pas les rentrer, et voilà, ça me donne le PIB. Et ce PIB, c'est ça qui est incroyable, c'est la richesse de la société. Donc, vous avez un gros PIB par habitant, la richesse de votre société est bonne. Alors, pourquoi ce n'est pas vrai ? Dans ce PIB, il n'y a pas des tas d'activités hyper importantes. Le bénévolat, le travail domestique, le temps avec les proches, toutes les activités qu'on fait par plaisir, se promener, rencontrer, voir les amis. Au confort de vie, je dirais, au bien-être. Et qui occupe un temps considérable. Le temps de loisir, bien sûr, le temps domestique, le temps avec les enfants, qui occupe un temps considérable et surtout qui apporte des satisfactions très grandes et qui... le problème, c'est que si on supprimait tout ça, on ne le verrait pas. Le PIB ne nous en dirait rien. C'est épouvantable. Deuxième limite de ce PIB, il ne fait aucune place, ne tient aucun compte des différences, des inégalités dans la consommation ou dans la production. Si un petit nombre d'individus consomment ou un grand nombre, c'est pareil. Idem c'est le global qui compte. Exactement. Troisième énorme limite, sans doute la pire, cette comptabilité, c'est une comptabilité de flux. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, chaque année, estimée monétairement, avec une estimation aussi, on disait tout à l'heure, des coûts de production des missions publiques. Donc il y a le PIB marchand, le PIB non marchand. Mais ce n'est pas une comptabilité patrimoniale, c'est-à-dire, ce n'est pas un stock dans lequel on puiserait et puis on suivrait les évolutions de ça. Comme par exemple une entreprise qui dit, voilà, mes stocks ont diminué, j'ai utilisé ceci, j'ai utilisé cela. Non, c'est une comptabilité toute plate. Ça veut dire qu'on peut avoir un gros PIB avec alors ne disons pas un fonds, mais disons, moi je préfère dire un patrimoine, avec mais c'est dur de trouver un bon terme, parce que tous les termes sont... Connotés déjà. Exactement, sont connotés monétairement. Donc avec un patrimoine naturel ou social réduit à zéro. D'accord ? Donc on prend, on abîme, et on a un gros PIB, mais on n'a plus rien derrière. Oui, donc tu veux dire qu'effectivement, on voit que le flux, le PIB ne mesure que le flux, mais ne mesure pas, par exemple, l'état ancien, héritage du passé, éventuellement. Oui, ou les pertes en capital. Il ne mesure pas les pertes en capital naturel ou en patrimoine naturel, ni les pertes en patrimoine humain ou en santé sociale. Par exemple, on a un gros PIB, mais les inégalités ont décuplé. Les gens sont devenus complètement incivils. Les gens se tapent dessus sans arrêt, se tuent pour rien. On arrive et on tue tout le monde. Voilà. Il peut y avoir un conflit même, je dirais, une espèce de guerre civile ou quasiment, et
ça ne transparaît pas du tout. Et on a le gros PIB. Le gros PIB, où ça vend beaucoup. Donc, ça veut dire que cet indicateur, il nous dit certainement des choses, mais il nous dit certainement pas des choses ni sur la santé de notre société, ni sur les satisfactions qu'ont les individus, ni surtout sur l'état de notre patrimoine naturel et le risque d'évolution où, en effet, on aurait dépasser des seuils critiques en quelque sorte. Et ça, la fameuse commission Stiglitz que Nicolas Sarkozy avait rassemblée avec beaucoup de prix Nobel en 2008 et qui a rendu un rapport en 2009. Le rapport s'appelait « Rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social ». Donc, grande sommité, 25 personnes, dont Jean Gadret, pour discuter sur les limites du produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce que disait notamment Stiglitz? Ils ont reconnu enfin les limites du produit intérieur brut. Donc ça, c'était une grande victoire. Et notamment, Stiglitz disait quelque chose de très important qui était ça n'est pas un indicateur qui donne l'alerte. C'est-à-dire, il n'y a pas un clignotant qui s'allume quand on a ou bien, par exemple, une balkanisation de la société ou une dégradation radicale du patrimoine naturel. C'est pour ça qu'il faut changer d'indicateur. Alors justement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la croissance, où tu avais l'air de dire que peut-être que si ces élites se cramponnent encore à cette notion de croissance, c'est peut-être pour maintenir notre social. Et pourtant, dans le même temps, et d'ailleurs, quand tu disais en 2008, cette réunion de sommité, en fait, cette notion de PIB qui n'est pas un bon indicateur, on l'avait dans d'autres pays, les pays nordiques par exemple, déjà avant, qui parlaient de qualité de vie pour contrebalancer. Absolument. Mais donc, alors si en plus, dans le PIB, en 2008, 2009, la publication du rapport, on dit bien que ce n'est pas un bon reflet, et donc ce n'est pas forcément utile pour l'ordre social, pourquoi ils se cramponnent encore à ça? Quelle est ton explication là-dessus? Parce que c'est une génération qui arrive pas à se renouveler Alors, parce que les conventions, elles nous structurent. Qu'est-ce que ça nous dit, le produit intérieur brut? C'est un mélange, c'est très intéressant, c'est un mélange d'économie classique, avec les notions d'utilité individuelle, et d'économie keynésienne. Et en gros, qu'est-ce qui nous oblige à faire le PIB? Quel est le message délivré par le PIB? C'est « vous devez consommer ». Consommer, c'est un devoir social parce que dans le produit intérieur brut, il y a l'investissement, la consommation. Donc voilà, c'est ça permet d'accroître tout ça. Moteur de la croissance. Moteur de la croissance. Et donc, consommer, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il faudrait changer tout. Et quand je dis changer d'indicateur, c'est aussi changer toutes nos... Voilà, toutes nos conventions comptables, toute notre comptabilité publique sur laquelle on repose, tous nos raisonnements économiques. Or, l'économie et le raisonnement économique ont pris une place de plus en plus importante dans notre société. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment, les vrais conseillers du prince, ce sont les économistes. Et d'une certaine manière, souvent, les hommes politiques sont un peu ligotés par les théories, les fameuses lois des économistes. C'est tout ça dont il faut se séparer. Et puis après, c'est exactement d'ailleurs ce que disait la commission Stiglitz. Quels autres indicateurs mettre à la place? Avec, bon, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 1990, il y avait déjà eu un nouvel indicateur, ça s'appelait l'indice de développement humain, en 90, avec Amartya Sen qui y avait travaillé. C'était un indicateur intéressant où, en gros, à part le revenu, on regardait aussi le niveau d'éducation et la santé, l'espérance de vie. Donc, c'était déjà une manière un peu différente de raisonner. Maintenant, qui va dire sur quoi doivent être fondés ces nouveaux indicateurs? C'est-à-dire, si on se dit que l'indicateur nous dit ce qu'est la richesse d'une société, donc ce qui compte, ce à quoi on tient, qui va avoir le droit de les choisir? Une critique qu'on avait faite avec un groupe qu'on avait créé avec Jean Gadret, Florence Janicatrice, Patrick Vivray, un groupe qui s'appelle le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. On avait critiqué la commission Stiglitz parce que le côté comme ça en chambre. En chambre, on va vous inventer des nouveaux indicateurs, donc vous dire à quoi vous tenez. Donc nous, notre raisonnement consistait à dire, attention, c'est tellement important qu'il faut absolument impliquer les citoyens là-dedans, dans une démarche citoyenne, et il faut que ce soit les citoyens qui nous disent à quoi on tient et de quoi on a besoin pour faire une société qui s'inscrit dans la durée. Alors la commission Stiglitz a commencé à proposer quelques indicateurs, mais tu vois, non seulement il faut une implication citoyenne, mais en plus, derrière l'indicateur, il y a une vision du monde. Par exemple, ils ont commencé à proposer un indicateur qui s'appelle l'épargne nette ajustée, et je simplifie outrageusement. En gros, on dit que chaque année, on va faire la somme du capital productif, du capital naturel, estimé monétairement, et du capital humain, nos intelligences,
Et on va regarder d'une année sur l'autre comment ça a évolué. Ça évolue. Donc tu vois, c'est intéressant parce que là, tout d'un coup, on se prend à considérer un stock. Mais le problème, c'est que tout ça est estimé en monnaie. Donc tu as une estimation monétaire du capital naturel, ce qui est horrible, et une estimation monétaire du capital humain, notre intelligence. Et ce qui est encore pire, c'est que tu prends tout ça, tu le mélanges, et puis tu vas regarder ce qui sort. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Ça veut dire que tu peux très bien avoir une augmentation de ton capital humain, notre intelligence, et ce qui compenserait une diminution du capital naturel. Philosophiquement, ça veut dire que le génie humain est tel qu'il est tout à fait capable de se passer d'un capital naturel, parce qu'on pourra inventer un capital artificiel qui nous donnera les mêmes doses de satisfaction. Tu vois, ça veut dire que, après tout, la nature, la vraie nature qui nous donne des satisfactions sensibles, esthétiques, visuelles, finalement on s'en fiche. Tout ça est réduit à notre dose d'utilité ou notre dose de satisfaction quotidienne. Donc c'est passionnant parce qu'on voit que derrière il y a des enjeux philosophiques énormes sur quel indicateur je vais choisir, ce qui signifie quelle est ma vision du monde et qu'est-ce que je pense central pour le bien commun et pour le maintien, l'inscription dans la durée de la société. Et moi, il me semble que l'essentiel là-dedans, c'est l'état de mon patrimoine naturel, est-ce qu'il va supporter les générations futures encore longtemps, et ma santé sociale, c'est-à-dire est-ce que je suis une société bien liée, avec pas trop d'inégalités, avec l'ensemble des personnes qui accèdent à un revenu convenable, à un travail convenable. D'accord. On comprend aussi que ce qui crée peut-être le blocage et la difficulté, c'est que si déjà il y avait une réflexion aussi riche que celle que tu décris là, au niveau national, il faudrait encore, comme c'est un indicateur qui est international, il faudrait que tout le monde change en même temps. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi on est resté bloqué au PIB, parce qu'au fond, c'était le dénominateur commun le plus petit, mais absolument le plus confortable. Raison. Absolument. Et on n'y touche pas, c'est pratique, on a l'habitude, on continue avec ça. Tout à fait. On a un instrument de mesure identique maintenant, et on a mis du temps d'ailleurs pour l'universaliser en quelque sorte. Mais... donc en effet, pour le changer, et puis évidemment, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'on ait des aspirations à peu près homogènes, qu'on ait des représentations compatibles. Ce qui n'est pas évident du tout dans l'état actuel du monde. À l'évidence. D'accord. Mais donc, mais tu penses donc que cette croissance, parce que c'est vrai que je reviens là-dessus, moi, j'ai quand même l'impression que ces histoires de spécialistes, d'experts, d'économistes ou de pouvoir politique, effectivement, c'est important, ce sont eux qui vont peut-être définir des nouveaux indicateurs, etc. Mais nous, la société, on sent bien qu'on préfère maintenant privilégier l'environnement, oui. Privilégier la nature, oui. Privilégier aussi peut-être une certaine frugalité, oui. Donc pas une croissance excessive, démesurée, après laquelle on court tout le temps. Pourquoi il y a ce décalage qui s'est accusé et qui continue à s'accuser apparemment de plus en plus entre, on va dire, c'est nos dirigeants, pour dire ça de manière largement au niveau politique, économique, etc., et nous, le peuple, dans toute sa richesse et sa diversité. Pourquoi, effectivement, on se sent prêt à vivre mieux, à avoir moins de conflits sociaux, moins de disparités peut-être économiques, et donc on aimerait qu'on nous dise, voilà, la croissance c'est fini, cherchons une croissance différente. Pourquoi eux restent, je reviens là, pourquoi tu penses qu'ils restent bloqués là-dessus? Cette mystique, quand est-ce qu'on leur dit que Dieu est mort? C'est un dogme, ouais. En effet. Et ça, c'est très difficile de se débarrasser des dogmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, un choc, une crise? Je trouve que ta question est intéressante parce qu'elle nous fait réfléchir aussi sur le personnel politique. Le personnel politique, en ce moment, celui qui est au gouvernement, il est plongé dans l'urgence. Donc il prend c'est le plus impliqué dans les outils qui existent d'une certaine manière, avec les 3%, donc la il dette, ne prend pas le temps d'inventer autre chose. Tu veux dire impossible d'inventer autre chose. Il doit réussir. Et d'ailleurs, on avait commencé à critiquer. Quand Sarkozy avait dit « je vais mettre en place une commission », on lui a dit « ah d'accord, tu veux casser le thermomètre ». Donc tout de suite, il y a cette critique d'être trop facile. D'accord. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que comment ont été formées ces élites, quoi. Elles sont principalement passées par l'ENA. Moi aussi, je suis passée par l'ENA, mais on boit le petit lait de l'économisme le plus échevelé quand même. Et on est au cœur de ce qui a été inventé en effet comme convention. Et je crois que ces écoles qui forment, alors il n'y a pas que l'ENA, je pense qu'il y a HEC, il y a toutes les...
et sûrement Polytechnique aussi, toutes les écoles qui forment Ouais. ce qu'on appelle les élites aujourd'hui, c'est vraiment les endroits où on vous invite le moins à être critique. Et pourtant, quand justement... C'est pas seulement, tu vois, non Ouais. mais je crois que c'est pas seulement de la reproduction sociale, Oui. c'est de la reproduction Oui, intellectuelle. ça, C'est-à-dire j'imagine que bien. je ne crois pas que c'est de ces endroits que peut venir la remise en cause radicale des conventions dont on a D'accord. besoin. Parce que pourtant, quand des gens comme Pierre Larouturou, qui était auditionné tout récemment, etc., quand il nous racontait qu'il était reçu par Hérault ou même Macron, ils comprennent le raisonnement. Ils sont même d'accord, ils le disent. Pierre nous décrivait qu'ils étaient un peu même un peu atterrés par le constat et en se disant qu'est-ce qui les empêche de passer à l'acte. C'est vraiment juste ce formatage. Alors, il y a ça, mais après, il y a un chemin, il y a des obstacles. C'est très difficile. Le changement, passer d'un état à un autre, il ne faut pas se perdre en route. Il faut du courage aussi. Il faut du courage, il faut un chemin, il faut que toutes les étapes soient bien définies. Il y a cette question centrale, alors je suis d'accord avec toi, il faut du courage, parce qu'il faut dessiner, je crois qu'il faut être capable de dessiner un futur, voilà, c'est ça, voilà. Dire voilà, en 2050 on veut être là, et qu'est-ce que ça veut dire à partir d'aujourd'hui si on veut y arriver. Okay. Donc du courage bien sûr, mais il y a la question centrale de l'emploi. Justement, alors admettons qu'un jour, une crise, un choc, quelqu'un qui a plus de courage qu'un autre arrive et nous dessine ce chemin-là. Il nous dessine ce mouton, on va dire, qui pourrait venir. Mais dans nos têtes à nous, par contre, même si je dis, moi je parle pour moi, on se sent prêt à admettre que la croissance ne va plus revenir, elle sera toujours faible. Par contre, dans un coin de notre tête, dans un coin un peu nébuleux, on se dit quand même, a priori, moins de croissance et peut-être plus de chômage. Quelle société peut-on inventer concrètement sans croissance ou avec une croissance très réduite? Alors, c'est très bien de poser le problème comme ça. C'est, de toute façon, on n'en a pas pour l'instant. Oui. Peut-être que c'est pas bon d'en avoir plus. Peut-être qu'on n'en aura pas. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, on arrête de dire ça serait mieux si on en avait. On dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout à fait. Alors, je pense qu'on peut appeler cette société une société de, tu as dit, accroissance ou de post-croissance. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on relativise la place de la croissance. Ça ne devient plus notre objectif majeur. On formule nos objectifs autrement. C'est pas on veut 3 points de croissance, c'est on veut la satisfaction des besoins principaux, minimaux de tous, sous contrainte, sous une contrainte qui est à la fois sociale et environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire, dit philosophiquement, ça voudrait dire réintroduire presque des contraintes éthiques dans la production, c'est-à-dire je ne produis pas n'importe quoi, je produis vraiment des choses bien déterminées, je délibère sur le contenu de la production et tu vois, ça veut dire aussi on réintroduit de la démocratie dans l'entreprise et dans le... Je ne sais pas si c'est... Moi, je pense qu'il faut refaire des plans, sans doute, enfin une autre manière, une manière peut-être plus moderne, mais je crois beaucoup au plan, un peu comme quand on est sorti de la guerre et que Beveridge nous disait, ben voilà, il faut bien tout réorganiser, quoi. Parce que là, c'est un véritable... Le plan, c'est avoir une vision, au fond. Voilà, avec une vision. Et je crois aussi que c'est un véritable effort de guerre parce qu'on va devoir fermer des secteurs et en ouvrir d'autres. Et donc, organiser des transferts de main-d'œuvre, le faire sans être obligé de jeter les salariés, de les laisser sur le côté comme ça se fait habituellement. Donc, c'est une énorme ingénierie qu'il faut faire, hein. Moi, j'appelle ça la reconversion écologique de la société. Mais donc, ça veut bien dire, peu à peu, on ferme des secteurs, assez vite, tous les secteurs producteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Sans doute qu'on revoit radicalement notre agriculture, moins de pesticides, moins d'engrais. On revoit tout. D'accord, on réorganise tout. On réorganise tout. Mais est-ce que tu penses vraiment que ça peut continuer, malgré tout, je te dis, c'est la hantise qu'on a tous, à produire suffisamment de, entre guillemets, richesses, qu'elles soient économiques, monétaires ou autres et diverses, pour que tout le monde y ait son compte? La croissance démographique, elle ne va pas s'arrêter a priori. Bien sûr. Donc est-ce qu'il ne faut pas, tu vois, c'est pour ça que c'est lié, je pense, dans nos têtes à croissance démographique, il faut peut-être quand même que ça s'accroisse aussi les richesses pour que... Bien sûr, mais alors, d'abord, disons quelque chose de très très simple. Oui. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre richesse, là, aujourd'hui, le PIB, dedans, il y a du bon et du mauvais. Par exemple, quand j'achète des produits low cost dégueulasses pour ma santé, certes, peut-être qu'il y a des choses dans le PIB, c'est très bien, j'augmente mon PIB, mais j'augmente mes maladies, j'augmente peut-être
la dégradation de l'environnement, il y a du moins. Et j'augmente aussi peut-être la misère sociale en face de ceux qui ont produit à low cost, on est d'accord? Absolument. Donc il y a plein de coûts là qui ne Ouais. sont pas pris en compte. Ouais. Ils ne sont pas pris en compte parce qu'on ne sait pas les compter. On ne sait pas compter les coûts sociaux, ni les imputer, et on ne sait pas que compter les coûts environnementaux. Donc ce qu'il faut, c'est ouvrir cette boîte, et maintenant on va essayer de produire que du plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en effet des quotas, des contraintes, des normes sociales et environnementales. Vous ne produirez plus ça. Ou vous ne produirez plus ça qui génère des gaz à effet de serre. Vous produirez d'autres choses autrement. Ou en produisant ça, il faudra faire attention surtout à ça, ça et ça. Exactement. Vous devrez Donc, respecter des normes. d'accord. Alors après, si on veut le faire internationalement, c'est compliqué parce C'est que sûr. il faut que quelqu'un fasse respecter ces normes. Alors il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation internationale du travail. Ben, je pense que ça serait à elle de le faire. Hein. Ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'aujourd'hui l'OMC a des pouvoirs de sanction pour obliger les gens à À ne pas faire obstruction. Exactement, au libre-échange, libre-échange, au etc. Ouais, ouais. commerce, mais l'OIT n'a pas ce pouvoir de dire non, vous ne pouvez pas produire comme ça, c'est interdit. Oui, l'OIT a finalement maintenant une valeur plutôt statistique. Il produit des Ils chiffres. font des et- choses, ils font des conventions, mais encore faut-il que les pays acceptent de ratifier les conventions. D'accord. Bon, là, il faudrait une véritable autorité pour l'OIT, et puis une véritable autorité aussi au niveau environnemental, qui fasse respecter tout ça. Alors après moi j'aime beaucoup la réflexion de Jean Gadret sur tout ça, parce que je reviens à la question de l'emploi et du travail. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Gadret? Il dit, si on produit plus propre, socialement et écologiquement, alors il faudra plus de travail. Alors ça, c'est très très intéressant. Il faudra plus de travail. Pourquoi? Parce que si je mets moins de pesticides et moins d'engrais, ben, ça va me prendre plus de temps. Donc il faudra plus de gens dans l'agriculture, certainement avec une agriculture radicalement Là, tu vas différente. en guerre contre la productivité, alors c'est ça? Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, alors il a une autre formule à laquelle j'adhère complètement, et je pense qu'il faut qu'on mette ça au cœur de notre réflexion. Hein. Il dit qu'il faut arrêter de chercher à faire des gains de productivité, ce qu'on a appris à l'école depuis qu'on est tout petit. Il faut faire maintenant des gains de durabilité et de qualité. Donc finalement, ce que tu proposes vraiment, et ça paraît peut-être faisable, mais on ne peut pas encore en avoir une vision, en être sûr, c'est vraiment un changement complètement philosophique. Bien sûr. Donc du coup, tout est à inventer, Oui. tout doit se dessiner, Oui. on doit essayer de dessiner ensemble. De toute manière, on n'a pas le choix, c'est ça que je comprends aussi dans ce que tu dis. On n'a pas le choix, et si on essayait ça, et qu'on voit si effectivement ça ne produit pas plus de bien-être, de bien, et peut-être du travail malgré tout, pas de chômage en plus. C'est ça que tu dis au fond, c'est vraiment... C'est ça que je dis, et dessine-moi surtout, un nouveau voilà, monde. et il faut qu'on tire cette idée de gain de durabilité et de qualité et de travail supplémentaire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on pourrait gagner sur les deux tableaux. À la fois avec cette production propre, Ouais. eh bien, je réduis les coûts environnementaux, les coûts sociaux. Pourquoi je vais réduire les coûts sociaux? À la fois, comme j'ai plus de travail, je peux le répartir sur plus de personnes. Et en même temps, si j'arrête de faire des gains de productivité, ou du moins d'en faire partout, peut-être que je peux désintensifier le travail et changer le travail. Aujourd'hui, il y a un monstrueux malaise au travail, une Clairement, bien sûr, oui. souffrance au travail, perte de sens du Même moi, travail. tu vois, la cravate, c'est parce que... Voilà. Et donc, peut-être qu'on peut, alors ça demande évidemment à être réfléchi, Ouais. débattu, articulé, mais on ne le fait pas aujourd'hui. C'est pas ça qu'on met en débat, c'est pas ça que c'est pas là-dessus que les économistes font des modèles aujourd'hui. Donc voilà, cette idée d'une production plus propre, c'est une production qui va demander plus de travail. Comment on va répartir ce travail entre la population en âge de travailler? Donc comment on va lutter contre le chômage? Et en plus, comment on va redonner son sens au travail? Oui, donc vraiment, c'est une vision globale. Absolument. On est d'accord? Et puis c'est vrai que là, comme tu en parles, ça donne envie de rêver, c'est-à-dire que ça donne de l'espoir pour se dire, effectivement, il y a un constat, on voit tous quelque chose qui bloque, mais comme il continue à avoir cette mystique de la croissance, on doute notre intuition personnelle, profonde, on se dit, mais alors s'ils y tiennent tant que ça, si c'est un gris-gris à ce point-là, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'ils ne savent pas des choses que nous, on ne sait pas? Et qui ferait que peut-être ils auraient raison, qu'il faudrait les suivre et aller contre notre instinct. Mais tu nous dis, non, libérons aussi cette dictature-là, ouvrons le pouvoir, ouvrons l'imagination. Et c'est ça, en fait, vraiment, c'est de réinventer. Absolument. Un changement complet. Et donnons de l'espoir, oui, c'est-à-dire je pense qu'il faut tout à fait soigner l'argumentation. Je ne sais pas si... Alors, c'est pour ça que je n'emploie pas le terme de décroissance, parce que j'ai peur que ça fasse peur aux gens, notamment aux gens qui n'ont rien pour consommer. Et je préfère, si tu veux, un argumentaire autour de la qualité. Voilà. La qualité des produits. Donc, quand vous mangez quelque chose, vous n'allez pas prendre des années de vie en moins. La qualité du travail.
Et je pense qu'une alliance peut être envisagée, une cause commune entre précisément les salariés, les gens qui travaillent et les consommateurs, ce qui est difficile à faire. Souvent, on est splitté entre notre intérêt de consommateur d'un côté, notre intérêt de salarié de l'autre. Donc là, on peut construire une cause commune autour de la qualité. Et puis, quand même, dernière chose, je pense qu'on peut faire ça que si on redistribue massivement les revenus. Pourquoi? Parce que tu pourras embarquer dans ta réflexion et dans ton changement, tu pourras embarquer les gens qui n'ont rien, et donc qui veulent consommer, uniquement si tu leur redonnes un peu de pouvoir d'achat pour qu'ils sortent un peu la tête de l'eau et qu'ils puissent, comme tout le monde, participer au débat public. Et avoir du temps de réflexion, effectivement. Exactement. Temps de réflexion que nous aurons acquis en réduisant encore le temps de travail. D'accord. Bon, bah écoute, formidable. Après la cravate, je crois que on commence la révolution, la philosophie dont on parlait. Je tombe la veste. Voilà, je savais bien que ça allait se dégrader quand même. Voilà. Après les 2 boutons, c'est la veste qui arrive. Écoute, merci Dominique, vraiment, c'est passionnant. Merci à toi. Et je pense que ça nous a éclairci sur pas mal de points.